Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Au programme, aujourd'hui, on va commencer d'abord par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter aussi et les conseils à suivre pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? Voilà encore quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis, il a une idée derrière la tech. Benoît Grunemwald est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Quelle va être votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un projet porté par l'ENISA qui s'appelle Cyberéducation. On voit ça avec vous dans un instant. Et puis justement, on va continuer à parler numérique aussi dans cette émission avec vous et avec notre invité en se posant une question. Pourquoi les femmes sont-elles encore si peu nombreuses dans les écoles d'ingénieurs et les métiers des sciences? Malgré les initiatives pour encourager les vocations féminines, les chiffres ne progressent pas comme espéré. Les stéréotypes, le manque de modèles féminins ou encore le découragement par l'entourage continuent encore de freiner ces carrières. Alors quelles sont les solutions concrètes justement pour inverser la tendance? Quelles initiatives aussi en France et ailleurs peuvent inspirer le changement? Voilà quelques-unes des questions qu'on va poser à notre invité en duplex avec nous aujourd'hui, Emmanuel Duflot. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir. Vous êtes le président de la CDFI, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. On en parle dans un instant avec vous, juste après le focus. D'abord, donc, focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire, le Clémy, et sa série La famille tout écran, dont on découvre tout de suite un nouvel épisode. Vous manifestez pour le climat? On manifeste pour que j'ai un nouveau skate. Non mais je comprends pas, il a des roulements anti-bruit, un super design, des finitions superbes. Moi si j'avais pas une entorse au gros orteil, je serais déjà en train de faire un kickflip. Oui, mais c'est pas le Fire Skate 2000. Le quoi? Le Fire Skate 2000, il a des roulettes anti-bruit, un super design, des finitions superbes et il est recommandé par John Skateman sur sa chaîne YouTube. Et donc c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose, il est pas recommandé par John. Et sur sa chaîne YouTube, il y avait un code promo, vous auriez économisé 10%. Mon chéri, il faut que tu comprennes que ton youtubeur préféré, il est payé pour faire la promotion de cette marque de skate. C'est pas une de vos astuces pour me baratiner, ça? Ah, attends, je vais lui montrer. Hé hé, c'est encore à moi d'enquêter. Tiens, regarde. Sur cette vidéo de compétition, il n'utilise pas le Fire Skate 2000. C'est bien la preuve. Chérie, regarde. C'est le nôtre qui l'utilise. Bon, ok, je vous crois. Finalement, il est pas si mal, ce skate. Et évite de slider dans mes hortensias. La publicité sur Internet est de plus en plus difficile à débusquer. Elle peut se cacher partout, sous la forme d'un contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre à la démasquer. Comprendre comment sont rémunérés les influenceurs et les stars du web permet de prendre de la distance critique vis-à-vis de leurs conseils et recommandations. Préféré quand tu faisais du badminton. Allez, autre chose maintenant. Imaginez une jeune fille brillante en mathématiques, passionnée par la robotique par exemple, mais à qui on dit qu'être ingénieur, eh bien, ça n'est pas un métier de femme. Malheureusement, ce genre de discours décourage encore une étudiante sur 3 dans les filières STEM, selon l'enquête GenderScan dont on va parler dans un instant. Et en France, malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation, le taux de féminisation des écoles d'ingénieurs reste bien loin des progrès observés dans d'autres pays européens. On vous propose alors aujourd'hui, dans cette émission, d'explorer ce qui freine la place des femmes dans les sciences, quels leviers aussi activer pour changer les mentalités, briser les stéréotypes, les tabous et puis surtout encourager davantage de jeunes filles à rejoindre ces carrières. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui à nos côtés et donc en duplex avec nous pour en parler, Emmanuel Duflot. Je rappelle que vous êtes le président de la CDFI, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Vous êtes avec nous pour en parler parce que effectivement, malgré des efforts pour promouvoir la mixité dans les STEM, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques entre autres, l'enquête GenderScan montre une baisse de 6% de la proportion des femmes diplômées dans ces filières en France depuis 2023, alors que l'Europe connaît une progression, elle, de 19%. Dans le sens complètement inverse. Quels enseignements, justement, Emmanuel, vous tirez de ces données? Pourquoi la France semble-t-elle ou alors est-elle visiblement en retard sur la question? Alors, si on avait la réponse, on aurait
on aurait effectivement mis en place tous les éléments qui permettent d'avoir le nombre de femmes que l'on souhaite avoir et qui sont nécessaires pour les entreprises. Bon, néanmoins, vous en avez parlé, on a un certain nombre d'indices et d'enquêtes qui nous le montrent. Donc, le premier que l'on peut avoir, c'est qu'on décourage très fortement les jeunes femmes et les filles très tôt. Hein, les stéréotypes commencent dès 6 ans à aller vers les sciences, à s'intéresser aux sciences et aller vers les carrières d'ingénieurs. Vous l'avez dit, hein, dans l'enquête Gender-Scan dans laquelle la CDFI a été impliquée, on voit qu'on dit qu'il y a une fille sur 3, on est plutôt près de 36 ou 37%, on serait presque à 4 sur 10 quoi, finalement, qui ont été pour lesquels l'entourage, en premier lieu c'est l'entourage, et en deuxième lieu ça va être les enseignants, les ont découragés d'aller vers un métier d'ingénieur. Ce sont des stéréotypes qui font que le métier d'ingénieur, ça n'est pas pour les jeunes femmes, c'est un métier qui est rude, c'est un métier qui est scientifique, on va les orienter vers d'autres types de formations puis d'emploi. Donc, et ce que l'on peut dire, c'est que c'est quelque chose qui ne bouge pas depuis longtemps. Hein. Aujourd'hui, on a les chiffres. Dans les écoles d'ingénieurs, on a 29% de jeunes femmes. C'est un chiffre qui n'évolue pas depuis à peu près une vingtaine d'années, en dépit de toutes les actions qui ont pu être faites. Tout à fait. C'est justement alors des actions dont on va effectivement parler dans un instant, parce qu'elles se font effectivement de plus en plus nombreuses, et notamment chaque année. Selon vous, à quelles étapes de leur parcours, justement, les femmes rencontrent-elles le plus d'obstacles? On voit bien que les femmes sont progressivement écartées des filières et des carrières scientifiques. Alors, ce que l'on voit, je vous le dis, ça commence très tôt. C'est qu'en fait, le fait d'insérer dans la tête finalement des filles, hein, puisqu'on est dans le primaire, que les sciences en général ne sont pas faites pour elles et que c'est plutôt finalement un domaine pour les garçons. Voilà, ça se construit, les stéréotypes sont déjà là dès le primaire. Il faut le dire ce qui est. On a la possibilité de changer un peu des choses, pour les ramener finalement vers les domaines scientifiques et l'ingénierie jusqu'au début de collège, mais on voit que ce sont des choses les stéréotypes comme ça, pour se poursuivre au collège, au lycée et à l'entrée des écoles d'ingénieurs, hein, puisque si aujourd'hui il y a très peu de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, c'est parce que le vivier est trop faible. C'est pas la sélectivité qui fait qu'on en perd effectivement quelques-unes, mais c'est surtout que le vivier n'est pas là pour permettre d'arriver à ces 50% que l'on souhaiterait dans nos écoles. Je vois notre chroniqueur Benoît Grunaval qui acquiesce, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous qui êtes au cœur aussi de cet écosystème numérique, de l'ingénierie, des sciences? C'est un constat que vous faites depuis longtemps, j'imagine aussi, Benoît. Oui, c'est un constat que l'on fait depuis longtemps. On voit quand même une certaine appétence de la tech et de la cybersécurité pour les profils divers et variés, dont les femmes, notamment dans des profils qui vont, malheureusement, si elles ne sont pas ingénieures, elles ont quand même beaucoup à apporter, et notamment sur la science politique, par exemple. Quand on fait de la cyber threat intelligence, qu'on analyse les menaces, les groupes d'attaquants, notamment ceux liés aux États, eh bien, il faut une pluralité de disciplines. Et c'est vrai que les femmes rentrent dans la tech par ce biais-là chez nous. Donc elles ont effectivement toute leur place et on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup, Benoît. Alors effectivement, on peut se poser la question à la fois de partir de quel âge ça commence et puis de comment ça se construit. En France, une étudiante sur 3 dans les STEM affirme avoir été découragée de poursuivre ce type d'études, notamment par ses proches ou par ses enseignants. Alors comment les écoles d'ingénieurs que vous représentez quelque part ici, Emmanuel, pourrait-elle justement mieux accompagner les jeunes filles face à ce type de ce qu'on peut appeler, je crois, sans aucun doute, une pression sociale? Oui, tout à fait. Alors, les écoles d'ingénieurs et la CDFI, hein, qui les représentent, peuvent agir à 2 niveaux. Néanmoins, avant de préciser ce que l'on peut faire, il me semble indispensable de dire que les écoles d'ingénieurs et quelque part la CDFI qui la représente ne pourront pas tout faire. On voit très bien que si on est en amont, dans le primaire, au collège et au lycée, c'est une question qui est vraiment sociétale. On est sur un enjeu politique finalement. On est vraiment sur un enjeu qui est un enjeu politique. Pour les écoles d'ingénieurs et la CDFI, il y a 2 types d'actions. On a des actions de groupe, finalement, un peu de storytelling. C'est ce que l'on fait à la CDFI avec des opérations comme ingénieuse, dans lequel c'est un concours, c'est également une activité de communication où on va récompenser des écoles, des élèves ingénieurs, voire des femmes ingénieurs pour les actions qu'elles veulent avoir auprès des jeunes pour les amener, jeunes femmes pour les amener vers les écoles d'ingénieurs et les métiers scientifiques et d'ingénieurs.
Et ensuite, il y a des actions de terrain. Et là, on va retrouver les écoles d'ingénieurs qui vont aller dans les lycées, dans les collèges. Donc, on va retrouver des élèves ingénieurs qui vont aller discuter, échanger avec les élèves, avec ces jeunes femmes, justement. On va les inviter lors des portes ouvertes, on va être présent lors des forums des sciences, de nouveau pour déconstruire ces stéréotypes, alors pour les élèves, mais également pour leur famille. Je dirais, voilà les deux types finalement d'actions sur lesquelles on peut agir, nous, au niveau des écoles d'ingénieurs, et surtout dans les discours que l'on veut avoir, et je m'adresse pour le coup via votre émission à toutes ces jeunes femmes là, qui peuvent se poser la question, c'est que oui, bien sûr, les écoles d'ingénieurs, les études d'ingénieurs, le métier d'ingénieur sont bien des métiers qui n'ont pas de genre et qui sont aussi faits pour les femmes. Elles ont toute leur place, toute leur légitimité, elles ont autant de chances de réussir au concours que les autres. Voilà, il faut véritablement déconstruire cela. C'est un message à marteler pour qu'il y ait cette prise de conscience, cette mise en confiance pour arriver vers nos écoles d'ingénieurs. Effectivement, et c'est un message aussi que vous martelez, comme vous dites, depuis 10 ans, maintenant plus de 10 ans même, avec cette opération ingénieuse qui a été lancée en 2011 pour lutter, vous l'avez dit, contre les stéréotypes, encourager aussi les jeunes filles à s'orienter vers des carrières d'ingénieurs. Quel bilan, justement, vous tirez après 10 ans d'existence de ce concours, 10 ans de communication aussi, des concours, promouvoir la mixité, etc. Quel regard vous portez justement sur l'évolution du sujet aujourd'hui en France? Alors, le regard que l'on peut avoir, il est déjà au niveau de la CDFI et de nos écoles, c'est que l'on a un investissement véritablement qui a été croissant, très fort, une prise de conscience au sein des écoles qu'il fallait faire plus sur ces sujets-là. Voilà, depuis 2014, c'est plus de 400 projets qui ont été déposés, dont 55 en 2024. Donc, vous voyez, c'est très significatif. Il y a eu plus de 1000 candidatures d'élèves ingénieurs, dont 99, une centaine, 2024 de nouveau, et également près de 600 candidatures de femmes ingénieurs, donc c'est diplômés pour qui, finalement, on dit, voilà, moi, j'agis pour finalement pouvoir aller comme ça pour que ces jeunes femmes viennent vers nos écoles. Et on a même eu 67 finalement en tout lauréats, dont 16 en 2024. Donc, on a eu cet investissement qui est fort. Le regard que je porte, c'est qu'également, il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait aller beaucoup plus tôt au niveau des collèges, au niveau des lycées. Donc, Ingénieuse s'est diversifiée avec l'opération Cap Ingénieuse, où cette fois-ci, finalement, on va dans les collèges, au niveau du primaire, pour sensibiliser les jeunes filles, voire même les filles au primaire. On a eu 3 vagues de labellisation, 60 dossiers. Il y a 69 collèges, voilà, et 19 écoles élémentaires qui sont partenaires. Donc, on a un dispositif qui va en s'accroissant. Donc, cette implication qui est très forte. Maintenant, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'il faut bien je dirais qu'on ne peut que l'admettre. On stagne aujourd'hui sur à peu près 30% dans les écoles d'ingénieurs de jeunes femmes. Et donc, c'est là où la position que l'on a, c'est qu'il faut aller encore un cran plus loin. C'est vraiment quelque chose qui est politique, c'est-à-dire qu'on est sur la déconstruction de stéréotypes, de genre. C'est un sujet qui est politique, qui arrive, avec lequel finalement nous pensons que notre ministère doit s'impliquer pour déconstruire ça dès le plus jeune âge au sein des écoles primaires, au sein du collège. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Merci beaucoup. Effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le ministère s'implique assez, justement, et ça, ce sera votre point de vue. Je vous propose justement de le récolter et d'en parler dans un instant, Emmanuel. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Image et vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take. Allez, lâche un peu. Lâche.
De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui, Emmanuel Duflot, président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Emmanuel, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, au programme de votre chronique aujourd'hui, au niveau européen, il y a une plateforme qui recense des supports de formation à la cybersécurité, des formations qui proviennent de nombreux pays. Alors dites-nous en plus, quel est ce projet ? C'est un projet qui s'appelle Cyberéducation, qui a été créé par l'ENISA, et c'est un point central pour des ressources éducatives en cybersécurité, et c'est un point central qui regroupe plus de 26 pays, et plus de 100 ressources. Et ces ressources, c'est important, vous l'avez précisé avec votre invité, il faut éduquer le plus tôt possible. Eh bien, 46 ressources sont pour les écoles primaires. Effectivement, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Emmanuel. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous voulez bien nous rappeler ce que c'est que l'ENISA et quel est son rôle, justement ? Oui, l'ENISA, c'est une agence qui est au niveau européen et qui s'occupe de la sécurité, la cybersécurité de l'Europe et qui va amener l'Europe à avoir un meilleur niveau de sécurité, une meilleure maturité. Et pour cela, elle a plusieurs rôles. Elle a un rôle politique. On connaît tous le RGPD. Bientôt va arriver NIS 2. DORA également pour le secteur financier. Ce sont des règlements qui proviennent de l'ENISA. Et puis, bien entendu, la sensibilisation, l'éducation. On connaît le mois d'octobre, le mois européen de la cybersécurité. Eh bien, cela va de pair avec les différents supports qui sont proposés. Différentes initiatives d'éducation et de sensibilisation dont vous nous parlez effectivement régulièrement ici. Alors on va revenir aux ressources éducatives dont vous nous parliez justement tout à l'heure. À qui elles s'adressent ces ressources ? Eh bien, elles s'adressent à tout le monde, à la fois aux étudiants, aux professeurs, mais également aux parents, et puis à ceux qui veulent en apprendre sur la cybersécurité, parce que ce n'est pas uniquement dédié au monde de l'éducation. Donc les écoles primaires qui sont dans les différents États membres peuvent s'emparer de ces ressources pour faire en sorte qu'elles puissent mener à bien des campagnes de sensibilisation. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve justement sur cette plateforme cyberéducation ? Eh bien, déjà, on trouve un moteur de recherche parce qu'il y a énormément de ressources, donc il faut pouvoir savoir ce que l'on va pouvoir amener dans son établissement. Et puis, on a surtout un grand nombre d'informations, à la fois sur la sensibilisation, mais pas que, le cloud, la cryptographie. On trouve également des panoramas sur la cybermenace et des formations et surtout des exercices. Et tout ça, en quelle langue c'est disponible ? Alors, c'est disponible en beaucoup de langues, bien entendu, mais c'est surtout disponible beaucoup en anglais. Les États font l'effort de traduire les ressources qu'elles mettent à disposition de leur langue naturelle vers l'anglais. Et puis, on sait qu'on peut souvent utiliser l'intelligence artificielle pour traduire. Si vraiment il y a une ressource qui nous tape dans l'œil, on est capable de l'utiliser. Ça, c'est vrai que ça change tout. Malgré tout, si je ne parle pas la langue et que je ne sais pas peut-être utiliser l'intelligence artificielle, est-ce que c'est tout de même utile de visiter ce site et de découvrir les différentes ressources ? Oui, c'est très utile parce qu'il y a le fond et la forme. Alors, pour le fond, on va pouvoir trouver des ressources qui sont en français, que l'on va trouver, par exemple, celle de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Oui. Et puis, sur la forme, on va pouvoir trouver des concepts qui vont nous permettre, même si on ne comprend pas la langue, eh bien, d'appréhender des éléments qui sont intéressants et que l'on peut peut-être intégrer soi-même et pourquoi pas créer. Vous avez notamment sélectionné 2 ressources sur cette plateforme. La première, c'est un hackathon co-créé justement par l'ANSSI et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui vise notamment à sensibiliser en impliquant les jeunes dans la création d'un jeu, c'est ça ? Oui, exactement. Et c'est justement un modèle, un format un peu différent. C'est destiné à la fois au collège et au lycée. Ça s'appelle Cyber en jeu et ça a déjà été testé auprès de plus de 300 élèves, à la fois en 4e, en 3e, en seconde, mais également en terminale. Et c'est valable aussi pour les formations supérieures. Et l'idée, c'est de se former à la cybersécurité par le jeu, mais pas uniquement en jouant, en créant le jeu, ce qui parfois est aussi plaisant que de jouer soi-même.
Donc c'est un hackathon, ça permet une session de travail collaborative entre les professeurs et les élèves pour amener à créer et à intégrer la cybersécurité en réfléchissant et pas juste en étant passif en sensibilisation. Est-ce qu'on part de zéro pour créer ce jeu? Sur quoi on peut s'appuyer justement? Alors fort heureusement, l'ANSSI et le ministère de l'Éducation, ils ont mis à notre disposition des kits. Lorsque l'on s'inscrit, eh bien, on va recevoir une mallette et dans cette mallette, il y a tout ce qu'il faut, notamment du matériel de montage, du papier, des feutres et des petites fiches qui vont nous accompagner. Particulièrement pratique. Bonne approche aussi qui change des méthodes traditionnelles, c'est vrai, de sensibilisation. C'est passionnant de créer un jeu, parfois même plus que de jouer soi-même. Autre ressource que vous avez sélectionnée, elle vient de Roumanie. Celle-ci, elle est disponible en anglais. Un concentré de conseils, de ce que je comprends pour celles et ceux qui souhaitent s'orienter vers justement une carrière liée à la cybersécurité. Qu'est-ce qui contient ce document? C'est un document qui est très complet et qui vise à donner une vue réelle des métiers de la cybersécurité. Vous avez à la fois des avantages, des inconvénients, les compétences techniques, mais également les compétences personnelles, les soft skills qui sont requises. Et comme ça nous donne une idée de si cela peut nous correspondre avant de se lancer dans une voie professionnelle. Et ça donne également une information sur les certifications que l'on peut passer. Donc quand on se tourne vers ces certifications, on va savoir quel est le niveau attendu et se dire si on est au niveau ou pas, ou si ça peut nous intéresser. Et tout ça, en revanche, elle est disponible qu'en anglais? Oui, effectivement, c'est un panorama des métiers qui n'est qu'en anglais. Merci beaucoup, en tout cas, Benoît, pour cette chronique. Avant de lancer la deuxième partie du talk, je voudrais faire réagir notre invité, Emmanuel Duflot. Je rappelle que vous êtes président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Justement, ces enjeux de cybersécurité aussi, et Benoît en parlait rapidement en première partie du talk, c'est important aussi d'avoir des jeunes filles dans ces métiers. J'imagine que c'est un sujet, bien sûr, qui continue de vous tenir à cœur. Est-ce que, justement, pour faire écho à la chronique de Benoît, pour attirer ces jeunes filles, il faut passer par de nouvelles méthodes, la gamification du jeu dont parlait Benoît? Est-ce que c'est l'une des pistes que vous évoquez ou peut-être que même vous utilisez auprès de ces jeunes filles? Tout à fait, c'est une des pistes. Tout à l'heure, je vous parlais de l'opération ingénieuse et donc qui récompense un certain nombre, des écoles qui s'investissent. Et effectivement, on va avoir des jeux, des escape games qui sont mis en place par un certain nombre d'écoles en lien avec des lycéens, vraiment en lien en amont avec des collégiens. Donc effectivement, il s'agit d'utiliser finalement de nouveau tous les moyens, toutes les attractivités, tous les moyens attractifs que l'on peut avoir pour convaincre ces jeunes d'aller vers les métiers de l'ingénierie et les métiers du numérique, puisque si effectivement il y a une difficulté à avoir des jeunes femmes et des jeunes en général dans les métiers de l'ingénierie, le domaine du numérique est certainement un des domaines dans lesquels il y a moins de jeunes femmes. Vraiment, il y a un enjeu derrière ça, à attirer les jeunes femmes vers le numérique. Et oui, de ce que j'ai pu entendre, effectivement, je pense, à titre personnel, que ce sont des très bonnes pratiques, de voir comment, de manière différente, on peut attirer ces jeunes femmes vers les métiers de l'ingénierie et plus particulièrement vers le numérique ici. Et c'est important effectivement de les mettre en avant et Benoît, vous l'avez fait avec perfection. Merci beaucoup en tout cas pour votre chronique et on lance ensemble tous les trois justement la deuxième partie du talk. Emmanuel, vous nous disiez justement, pour continuer sur ce sujet des jeunes filles et des jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, et puis plus largement, comme l'évoquait Benoît tout à l'heure, dans les métiers du numérique, de la cybersécurité, pour les attirer, il y a un sujet peut-être, c'est ce que vous nous partagez, c'est l'implication du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et puis du ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est intéressant parce que justement, ça fait le lien avec notre prochain sujet. Selon votre panorama, justement, qui est sorti cette année, les femmes représentent 32% des apprenants en école d'ingénieurs, avec une meilleure proportion dans les établissements sous tutelle de ministères techniques. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il y a une explication d'ailleurs derrière cette répartition? Alors oui, il n'y a pas une explication, il y a plusieurs explications, mais notamment c'est pas étonnant parce que c'est lié également à une... Alors ce 29%, il n'est pas... 32% globalement, et s'il est vraiment en cycle ingénieur, c'est 29%, il n'est pas uniforme. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même pourcentage dans le domaine du numérique que le domaine de la chimie ou dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Donc on va retrouver plus de jeunes femmes, effectivement, par exemple, dans tout ce qui va être lié au vivant, donc notamment, par exemple, dans des écoles d'agriculture.
donc qui font partie des écoles de la CDFI. Donc cette inégalité que l'on va voir dans les différents domaines, différentes disciplines, on le retrouve dans les différentes écoles que l'on va avoir. Et donc c'est pour ça qu'on a effectivement un peu plus de diversité dans les écoles de ce qu'on va appeler les ministères techniques. Alors, est-ce que les ministères, justement, en font assez pour répondre à cette question, quelque part, que vous nous posiez à la fin de la première partie de l'émission ? Je dirais que globalement, tous, on n'en fait pas assez, visiblement, parce que le résultat est là et on n'a que 29 et 32%. Donc, la réponse pour moi est non. D'ailleurs, on a un sujet, c'est que aujourd'hui, on fait face à un double sujet dans nos écoles d'ingénieurs, c'est qu'il n'y a pas assez effectivement de jeunes femmes, mais ce que l'on peut voir, c'est le double effet, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, que ce soit les garçons ou les filles, sont beaucoup moins intéressés par les carrières scientifiques et par les carrières au niveau de l'ingénierie. Ce qui va nous poser un problème puisque la France manque chaque année de 20 000 ingénieurs. Il faudrait que l'on diplôme 20 000 ingénieurs de plus par an. Donc on voit que c'est très significatif. Donc ce qui est certain, c'est qu'il faudrait très tôt en faire plus. Il y a plusieurs années déjà que la CDFI alerte sur le fait que les programmes que l'on va avoir au niveau du primaire ne sont pas assez, ne font pas, ne donnent moins de place aux sciences. Les choses sont beaucoup plus survolées, alors qu'il faudrait donner la place d'approfondir les choses, d'en faire peut-être moins, mais d'approfondir les choses, de donner le goût, l'envie pour qu'il y ait cette compréhension. Ça, c'est un des premiers points. Il y a un autre point également, c'est que ce que l'on voit, c'est que parmi les enseignants du primaire, je crois, j'ai lu ça récemment, il y en a peut-être 90 ou 80% qui n'ont pas fait d'études scientifiques. Donc on voit bien qu'elles n'ont pas forcément on a moins cette envie de porter, on est moins à l'aise pour porter effectivement les sujets qui vont être scientifiques. Donc c'est également un sujet de ressources humaines, de formation des enseignants. Et puis il y a ce lien que l'on va avoir entre l'enseignement, entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, parce qu'on pourrait avoir le bac-3 ou bac+3 pour qu'il y ait une plus grande fluidité entre les programmes que l'on va avoir, les accompagnements que l'on va avoir entre le lycée et la première partie du cycle supérieur. Des pays européens montrent aussi de bien meilleurs résultats en matière de féminisation des STEM. La Suède est souvent citée comme exemple, justement, avec 34% des diplômés en ingénierie qui sont des femmes. La Lettonie, près de 50% des diplômés en sciences et en mathématiques sont des femmes. La Lettonie figure aussi parmi les leaders européens en matière de parité. Si ça marche ailleurs, pourquoi pas nous? Pourquoi on est si en retard? On comprend qu'on fait des campagnes de communication et on en parle et on s'en fait l'écho d'ailleurs très régulièrement ici dans cette émission, mais on a presque l'impression que c'est culturel et que donc parce que c'est culturel, c'est encore plus difficile à changer, à mettre en place aussi tout ça. Quel regard vous portez là-dessus et surtout quels objectifs aussi peut-être avec la CDFI vous fixez d'ici à 2030 par exemple? C'est culturel. Enfin, c'est vraiment je ne vais pas dire que c'est une exception française. Il y a quand même d'autres pays européens dans lesquels... Alors certains, vous l'avez dit, ont des meilleurs résultats que la France. Dans d'autres pays, on est effectivement sur des résultats qui vont être similaires, mais c'est véritablement culturel. Vous avez parlé de l'enquête Gender Scan tout à l'heure. On voit véritablement que le premier frein, ce sont les familles dans un premier temps et au niveau de l'éducation nationale dans un deuxième temps. Alors ça s'est inversé. Il y a un an, c'était l'inverse. On est à quelques pourcents, mais on est vraiment sur des stéréotypes au niveau des familles, au niveau de l'éducation nationale, sur le fait que le métier d'ingénieur n'est pas un métier pour les femmes, pour des raisons qui fait que ça serait difficile. Il y a d'autres stéréotypes, on sait, qui agissent, comme quoi les jeunes femmes seraient moins agiles dans les domaines scientifiques et moins fortes, ce qui est totalement faux, bien évidemment. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est ancré dans notre société, au plus près des jeunes qui sont leurs familles. Il y a encore ces croyances-là. Donc on est vraiment sur un sujet de fond. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un sujet qui est véritablement politique
où non seulement effectivement il fallait au sein des écoles pour convaincre ces jeunes filles de venir vers nos écoles, mais également finalement le fait de devoir convaincre également les familles que ce sont complètement des stéréotypes, qu'ils ont des idées qui sont complètement fausses, que le métier d'ingénieur n'est pas plus dur pour les hommes que pour les femmes, que des jeunes femmes peuvent parfaitement réussir aussi bien un concours d'entrée dans une école d'ingénieur que des jeunes hommes, sont vraiment des représentations qui sont fausses. Et c'est sur quoi il faut lutter. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait. Emmanuel, très rapidement avant qu'on termine l'émission, Benoît, vous vouliez réagir? Oui, moi ça m'amène deux réflexions. La première, c'est est-ce que Ingénieuse est disponible sur TikTok? Parce que si on veut toucher les plus jeunes, eh bien aujourd'hui on l'a vu, notamment ça marche pour la politique, hein, donc faisons-le pour attirer des individus dans notre secteur. Et nous on a dans la cybersécurité les cadettes de la cyber, qui est un rôle modèle et qui permet d'emmener des rôles modèles vers des plus jeunes, et ça crée des vocations et ça permet d'y aller. Et c'est important effectivement les rôles modèles, et on en parle régulièrement ici. Merci en tout cas pour cette initiative. Et puis avant de terminer cette émission, en 2023 rapidement, seulement 14% des membres des conseils d'administration des écoles d'ingénieurs étaient des femmes. Selon votre panorama, Emmanuel, dans les écoles d'ingénieurs justement, peut-être que le sujet il est là aussi. Merci en tout cas infiniment à vous, Emmanuel Duflot, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de la CDFI, la conférence de directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Merci aussi à vous, Benoît, d'avoir été parmi nous toujours aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis comme tous les jours et dès demain, dès 12h30, on se retrouve toujours sur School TV. D'ici là, passez une très bonne journée.